Chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, l'émission Le Niger sur Kalangu se maintenant. Ce soir, vous êtes en compagnie de Habiba Ahmed et Nafissa Adamou Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment tu vas? Je vais bien Habiba. Un coucou à notre technicien du jour, Lawali Issa et Moussa Hassan, le chef d'édition qui nous accompagnera tout au long de cette édition. Et chers auditeurs et auditrices, nous avons un menu très riche composé de rubriques et de belles sonorités nigériennes. Et oui Nafissa, le reportage région qui nous transportera aujourd'hui à Tawa, la page sport qui nous sera présentée par Salamato Kadri, la chronique sportive du jour et le loti tant attendu par beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, sans oublier bien sûr notre fameuse rubrique hebdomadaire santé. De la plage invitée, vous suivrez un entretien sur le patrimoine culturel historique de l'Aïr avec le conservateur des monuments et sites historiques d'Agadez. Chers auditeurs, nous débutons par la première partie de l'entretien. Et oui, mais avant d'en arriver là, Habiba, nous allons écouter une sonorité Girma Girma de Fatih Niger. Sani da yaya na ala sa 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 kayo sa dawo kada na kwafa kayo sa dawo taho hanyar sa mai kyau a yau na duba sansani sani nazari so mi soyayyar zamani da rayuwa ta kasi da Prénom Binta Labaram est une chanteuse et actrice nigérienne qui a gagné le titre de Gimbiara Mawaka Hausa, traduit en français par la princesse de la musique Hausa. Elle maîtrise ce style musical parce qu'elle est née à Maradi, une région du Niger très influencée par la culture nigérienne. C'était là le titre Girma Girma de Fatih Niger. Nafissa, place à notre entretien du jour. Et oui, à l'occasion de la Journée internationale des monuments et sites, notre correspondant à Agadez, Anissé Karim, s'est entretenu avec Ali Salifou. Il est le conservateur des monuments et sites historiques d'Agadez, dont le centre historique est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette première partie de l'entretien, Ali Salifou a expliqué les différences entre monuments et sites historiques en détaillant leurs caractéristiques d'identification. On écoute.
Comment définissez-vous un site patrimonial? D'abord, c'est quoi le patrimoine? Parce que le patrimoine, c'est tout ce que nous avons hérité de nos grands-parents, qui a un intérêt du point de vue historique, de l'archéologie, de la paléontologie, de l'art ou même de l'ethnographie. Donc, c'est tout ce qui est autour de cette valeur-là et qui a une valeur historique, une valeur culturelle, une valeur artistique ou architecturale. Et le patrimoine, il y a deux catégories. Il y a le patrimoine matériel, c'est-à-dire le patrimoine qu'on peut toucher. Quand vous prenez la grande mosquée ou toute la vieille ville d'Agadez, ça c'est du patrimoine matériel. Mais il y a aussi le patrimoine immatériel qui comprend tout ce qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, le bianou, c'est un patrimoine immatériel. La danse des tendés, c'est un patrimoine immatériel. Le savoir-faire lié à l'artisanat, c'est un patrimoine immatériel. Donc c'est tout ce que nous avons hérité. Ça peut être un patrimoine matériel ou immatériel que nous avons hérité de nos grands-parents et qui a une valeur historique, une valeur architecturale ou une valeur paléontologique. Donc un site du patrimoine, c'est un site qui présente toutes ces valeurs-là. Parce qu'un site, il est défini d'abord quand tu prends par rapport à l'UNESCO tous les sites qui sont inscrits au patrimoine mondial, c'est parce que ces sites-là ont une certaine valeur universelle, exceptionnelle, qui dépasse même l'entendement local ou national. Donc partout où tu présentes par exemple la vieille ville d'Agadez, le centre historique, c'est un site qui est accepté par tout le monde, qui est reconnu par tout le monde du point par sa valeur. Donc, et cette valeur-là est définie par son architecture et par la présence du sultanat, par exemple. Et chaque site a sa spécificité. Donc, en fonction de cette valeur qui présente ce site-là, on peut l'appeler un site du patrimoine national d'abord ou un site du patrimoine mondial. Parce qu'il y a des sites qui relèvent que c'est au niveau local ou au niveau national ou au niveau régional qu'on peut les classer. Le Niger peut prendre un certain nombre de sites qu'il peut classer dans son inventaire national comme site national. Et au regard de sa valeur exceptionnelle, au regard de sa valeur universelle, le Niger peut donc présenter des sites pour être inscrits au patrimoine mondial. Donc, un site du patrimoine, c'est un site qui a une valeur exceptionnelle, universelle, surtout qui se traduit par sa valeur culturelle, historique, archéologique ou paléontologique, etc., etc. Quelle différence établissez-vous entre un site et un monument? Oui, il y a une différence parce qu'un monument, c'est une œuvre architecturale ou une œuvre sculpturale. Par exemple, comme je l'ai dit, la grande mosquée d'Agadez, ça c'est un monument. La mosquée Abba Wajis et les mémorials des martyrs, ça c'est des monuments. Le palais du sultan, par exemple, ou des chefs des cantons au Niger, ça c'est des monuments. Mais un site, c'est tout un ensemble géographique, mais qui présente une valeur du point de vue naturel ou culturel. Quand tu prends, par exemple, l'Aïr Ténéré ou le massif de l'Aïr, ça c'est un site. Ou quand tu prends Gadafawa, là où a été faite donc les découvertes de dinosaures, ça c'est un site. Ou quand tu prends au niveau du lac de Madarumfa, c'est un site. Par exemple, ça c'est des exemples qu'on donne pour que les gens comprennent. Mais un monument, donc c'est une œuvre architecturale comme la grande mosquée, le palais du sultan par exemple, ou les palais des chefs des cantons, ou des greniers, ou etc., mais qui ont une certaine valeur historique et qui ont un intérêt pour la communauté à qui appartient ce patrimoine-là. Quelles sont les principales caractéristiques qui permettent d'identifier un monument historique? Le monument peut avoir un caractère profane ou religieux. Donc pour le définir, c'est sur cette base-là qu'on le définit. Donc son caractère profane ou religieux, ou son intérêt surtout. Est-ce que elle a un caractère religieux ou bien elle a un caractère profane? Par exemple, quand tu prends la grande mosquée, ça a un caractère religieux, c'est dédié à la religion. Quand tu prends par exemple le palais du sultan, ça a aussi une certaine valeur profane. Et quand tu prends par exemple un site particulier, il y a des sites par exemple qui ont des caractères très religieux et qui ont des caractères profanes. Par exemple, dans certains pays, tu peux avoir des forêts sacrées. Même ici au Niger, quand tu prends dans les zones de Lougou, etc., comme Tongoma, ça c'est des trucs qui sont sacrés. Donc voilà, ou un caractère est religieux ou profane, ou bien un intérêt du point de vue historique, artistique, architectural et paléontologique ou archéologique. Donc c'est des éléments qui permettent de caractériser un site ou un monument historique. Quelle spécificité distingue un site naturel ou culturel d'un simple espace géographique? Bon, déjà, quand on dit site culturel, ça veut dire qu'il présente une certaine valeur du point de vue de la culture. Par exemple, quand tu prends, je te prends un site comme Alarcès, où à chaque année, lors de la fête du Béano, les gens passent la nuit là-bas. Donc, c'est parce qu'il présente un caractère culturel que les gens vont là-bas. Mais un espace géographique, donc, il est simple. Du point de vue par rapport à la population, il n'a aucune valeur culturelle, il n'a aucune valeur historique. C'est tout simplement un site qui est là, peut-être pour quelques arbres qui sont là, mais il faut que ça présente donc une certaine histoire, une certaine valeur culturelle, architecturale par rapport à la population. Et c'est en ce moment donc qu'on peut dire que ça là, c'est un site parce que c'est la communauté elle-même qui l'a défini comme ça. Par exemple, quand tu prends un lieu comme Tudun Kassa ici à Agadez, ou quand tu prends un espace comme Tudun Bianou, ça c'est des trucs culturels. Mais il y a des espaces qui sont très simples, places et placettes qui sont là, qui ne représentent rien du tout du point de vue culturel ou historique de la communauté dans laquelle ce site se trouve.
Une autre pause musicale s'impose avant de poursuivre notre entretien. Et là, je vous propose les titres gérés du groupe Tasco. C'était là le titre géré du groupe Tasco. Après cette mélodie, poursuivons avec la seconde partie de notre entretien dans laquelle l'échange a porté sur les étapes nécessaires au classement d'un monument ou d'un site au patrimoine mondial. Le conservateur a également évoqué les menaces liées au changement climatique qui fragilisent ces trésors et imposent des mesures urgentes de préservation. Ali Salifou est toujours au micro de Anissé Karim. Quels éléments sont pris en compte dans l'évaluation? D'abord, on part de pourquoi le site a été inscrit, pourquoi le site a été classé. Un exemple concret sur la vieille ville d'Agadez qui est inscrite au patrimoine mondial ou bien sur la réserve de l'Air Ténéré qui est inscrite au patrimoine mondial. Il y a un certain nombre de valeurs qui se reposent sur la valeur universelle exceptionnelle. C'est en fonction de ces valeurs-là donc qu'on peut évaluer ainsi. Par exemple, pour Agadez, c'est d'abord l'architecture. C'est d'abord le rôle que le sultanat a joué depuis le XVIe siècle et qu'il continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont également les rôles que jouent un certain nombre de monuments et maisons qui existent dans la vieille ville d'Agadez. C'est tous ces éléments-là qu'on va regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, l'architecture d'Agadez, elle est faite en terre, ça continue à être fait en terre? Est-ce que cette architecture, il y a les maçons qui sont habilités à la faire et à la transmettre de façon pérenne à des générations? Est-ce que le rôle du sultanat, il continue à le jouer toujours? Est-ce que le palais du sultan, palais vivant? Parce que c'est les valeurs qui ont permis de monter le dossier. Et quand
quand on va venir évaluer, c'est sur cette valeur-là qu'il faut l'évaluer. Elle en est de même que pour un site naturel, pour l'aire Ténéré ou pour le parc du Double-Vie. Par exemple, on peut dire l'évaluation, ça peut porter sur les animaux qui existent, sur le nombre d'animaux qu'il y a, les animaux sauvages, quels sont les arbres spécifiques qu'il y a dans ces zones-là. Par exemple, pour l'aire Ténéré, on peut dire que les différentes montagnes qui sont là, le sable qui est là, donc les arbres et les arbustes qui sont là, et également tous les animaux qui sont autour. C'est ça qui va permettre donc d'évaluer ces sites-là une fois classés au patrimoine mondial. Quelles sont les étapes administratives et scientifiques pour classer un monument ou un site et quels sont les acteurs qui interviennent dans ce processus? Bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle un classement national. Classement ou l'inscription d'un site sur une liste, c'est un long processus. Ça peut prendre du temps. Pour certains, ça peut prendre 3 ans. Pour certains, ça peut aller 5 ans. Pour certains, ça peut aller 10 ans en fonction donc de la problématique du site qui est choisi pour être classé ou pour être inscrit sur une liste du patrimoine mondial. Donc, la première des choses, c'est d'abord faire un inventaire. Et l'inventaire, ça sous-entend, on connaît ce patrimoine, on connaît qu'est-ce que nous avons. Et deuxièmement, pour ce qui est de l'UNESCO, il faut présenter une liste indicative. Par exemple, le Niger peut présenter un certain nombre de biens naturels et culturels à l'UNESCO qu'on appelle une liste indicative avec un descripteur très succinct avec toutes les valeurs qui sont développées pour dire que voilà les sites que nous voudrions qui soient de façon progressive inscrits au patrimoine mondial. Et ensuite, pour ce qui est de l'UNESCO, il faut adhérer à la convention de 1972 parce que c'est cette convention-là qui est là pour protéger et pour asseoir donc les inscriptions pour protéger tous les sites qui sont sur cette liste-là. Et après, il faut mettre en place un comité qui va préparer un dossier de préparation, un dossier de candidature pour être, si s'agit de l'UNESCO, donc pour être inscrit au patrimoine. Et ce comité comprend plusieurs acteurs. Tous ceux qui sont intéressés au niveau national, au niveau du ministère de la Culture, donc des professionnels du patrimoine culturel qui ont composé ce patrimoine. Parce que pour inscrire un site, il faut d'abord l'avis de la communauté, que ces sites ou ces monuments soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et pour ce qui est d'Agadez, on a travaillé en amont et juste toutes les parties prenantes qui sont concernées, on a travaillé avec ces parties. Tous les dossiers qu'on a préparés, c'est avec l'ensemble de cette population-là qu'on a pu préparer ça, avec les autorités coutumières et notamment le sultanat, avec les autorités municipales, notamment la mairie et tous les conseillers qui étaient là et des personnes ressources qui connaissent l'histoire d'Agadez. On a travaillé également avec des universitaires qui pour contrôler, pour avoir donc la rigueur scientifique du document qu'on va préparer. Une fois dès qu'on prépare un truc, on le soumet ça, il faut une lecture pour nous dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Donc on a trouvé avec toutes les parties prenantes. Le comité national donc a conduit ces choses, mais le comité national il est là pour appuyer. Ce sont les populations qui s'approprient leur patrimoine, qui s'approprient le document, parce que tout ce qu'on a prévu dans le document, ce sont les populations qui ont accepté ça, y compris les réglementations qui ont été donc conçues, et on a fait ça avec les populations pour que les choses marchent. Pouvez-vous donner un exemple concret de monument ou site récemment classé et expliquer pourquoi? Quand tu prends les trucs qui sont classés, c'est surtout la vieille ville d'Agadez. Et la vieille ville d'Agadez, dans ses composantes, il y a beaucoup de monuments. Donc c'est toute la vieille ville d'Agadez qui a été inscrite, mais on s'est appesanti sur un certain nombre de façons concrètes des monuments. Et ces monuments-là, vous avez par exemple le palais du sultan, la grande mosquée Emiskine, les mosquées Tandé et les mosquées Abawaji. Vous avez également la résidence de Kaousan, donc qui est l'hôtel de l'Aïr. Vous avez également la mosquée Abawaji, donc vous avez le palais de Anastafidat et un certain nombre de maisons monumentales également qui sont dans la vieille ville d'Agadez. Et ce choix, pourquoi? C'est parce que d'abord, ils ont un intérêt historique, un intérêt religieux, mais aussi un intérêt architectural, parce que c'est de l'architecture purement en terre crue. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les monuments et sites et quel est l'impact du changement climatique ou de l'urbanisation sur ces sites? Ça, vraiment, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, dans tout le monde, tous nos sites ou nos centres historiques qui sont surtout en construction à terre sont menacés, font face à des grands défis. Défis d'abord de conservation parce que d'abord, les populations n'ont pas les moyens d'entretenir ces maisons-là parce qu'il faut avoir un entretien régulier. Malheureusement, ces populations-là n'ont pas les moyens pour faire cet entretien régulier. La grande menace, c'est surtout les changements climatiques qui occasionnent des fortes pluies, des vents violents qui se passent. Quand vous prenez Agadez, depuis 2023, 2024, 2025, notre site a suivi beaucoup d'impact par rapport à ce changement climatique parce que ça dégrade négativement et dangereusement donc tous ces biens culturels. Même le patrimoine naturel n'est pas épargné parce qu'avec les ruissellements, avec les érosions des terres, ça peut éroder, ça peut donc
transformer tout ce patrimoine-là. Et une autre menace aussi, c'est surtout les transformations physiques. Les transformations physiques, ça veut dire que, par exemple, pour Agadez, dans l'ensemble des 11 quartiers, normalement, les constructions devaient être en matériaux, notamment en terre crue. Mais malheureusement, vous allez constater aujourd'hui, les gens, ils vendent les terrains, ils vendent les maisons à des gens qui sont très riches et ils viennent construire en matériaux définitifs en ciment, et ce qui dénature dangereusement donc la valeur architecturale et culturelle de ce site-là. Et comment récupérer un monument détruit? D'abord, il faut savoir connaître ce monument-là, comment il était, son évolution historique, avant qu'il ne soit ruine, comment il était. Et maintenant, en fonction de comment il était avec les photos, on fait une restauration en respectant tout tel que le monument est. C'est de cette façon-là qu'il faut le restaurer. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Passons à présent à notre rubrique santé qui parle du charbon bactérien. En effet, le charbon bactérien ou fièvre charbonneuse est une zoonose grave causée par la bactérie appelée Bacillus anthracis. Elle touche principalement les herbivores, notamment le bétail, mais peut se transmettre à l'homme par contact direct ou ingestion. La contamination humaine est accidentelle, souvent liée à l'abattage ou à la manipulation d'animaux morts. La maladie n'est pas contagieuse d'un être humain à un autre. Et oui, Chebou Maman, le directeur départemental de l'élevage de Djundju, région de Dosso, nous en dit plus sur cette maladie mortelle. Charbon bactérien, au niveau de l'animal, c'est une maladie très dangereuse parce qu'on ne veut pas la manipulation de l'animal. Si c'est un boucher ou bien si c'est les enfants qui manipulent l'animal mort, donc c'est là où se fait la contagion. Je l'ai dit, c'est une zoonose qui contamine les humains. Sur le terrain, on a l'impression que c'est des morts subites, les animaux, les gras. Et il y a du sang noirâtre qui coule au niveau des orifices et qui ne se coagule pas. On attire l'attention des populations, de nos éleveurs, au cas où il y a mort subite dans les troupeaux. Et vous voyez que le sang sort des orifices et ce sang-là a tendance à noircir et il ne se coagule pas. Le mieux, c'est de ne pas toucher l'animal. Il faut faire appel aux services vétérinaires, qu'ils soient privés ou publics. On peut faire appel aux services de la santé humaine et aussi on peut faire appel aux agents de l'environnement. Ces trois secteurs travaillent dans la synergie. On appelle aussi la population à vacciner leurs animaux. Petits ruminants contre le charbon bactérien, et en faisant cette série de vaccinations qui est préventive, on va limiter les dégâts. C'était là donc la rubrique hebdomadaire de ce mardi, chers auditeurs, auditrices, place à l'écho des régions et dans cette rubrique, il est question de Zougassal Adar, un festival culturel et traditionnel de la région de l'Ader. Cet événement, dont la 4e édition s'est tenue du 5 au 7 juin 2026, s'est organisé à Tawa à l'occasion des fêtes de Tabaski. Elle vise à promouvoir la culture de l'Ader et le promoteur du dit festival, l'enseignant à la retraite El Haj Assouman, nous en dit plus au micro de Yaoulé Abdelmouni. Cette fête a comme origine les temps immémoriaux, parce que tous les jeudis nuit, les instrumentistes donc de tam-tam vont à la cour du chef pour un peu montrer que nous sommes à la veille de vendredi. Donc il commence à partir de 20h jusqu'à 22h, 23h. Le chef vient les saluer et il retourne jusqu'au jeudi prochain. Ça c'est le premier Zouga. Le deuxième Zouga a lieu les jours des fêtes, le jour même des fêtes de la Madame ou de Tabaski. Là, ce n'est plus le tam-tam seulement, il y a le tambour du chef qui sort, avec donc les gens qui tapent le tambour, là que nous appelons les Tasgamawa. C'est un groupe de familles, c'est pas n'importe qui, c'est des familles qui héritent le tambour avec les femmes. Les femmes donc dansent le tarey et les hommes tapent le tambour avec les tam-tam. Ça, c'est le deuxième Zouga. Maintenant, le troisième Zouga, c'est ce que nous avons pris à partir de 2021 pour le rendre plus large, parce que les autres jours, ça ne se passe seulement devant la cour du chef. Donc, les autres habitants de la ville ne vont pas aller à la cour du chef. Donc, nous avons fait un événement où toute la population est invitée. C'est ce que nous faisons donc à l'occasion de Ramadan ou de Tabaski pendant 3 jours. Et maintenant, là, nous mettons plusieurs activités pour rassembler les gens, pour échanger, pour éduquer.
Alors cette année, Zouga a drainé beaucoup de monde. Alors qu'est-ce qui est à la base de ça? À la base, c'est que les gens ont attendu. Parce que depuis 2023, nous avons suspendu pour réfléchir et pour faire mieux. Donc 2024, nous n'avons pas fait. 2025, les gens avaient soif de ça. On nous demande chaque fois, qu'est-ce que vous attendez pour nous organiser le Zouga? C'est pourquoi cette année, tout le monde attend. C'est pourquoi tu as vu tout ce monde. Et il y a des nouveautés qui sont intervenues. Donc tout le monde attendait de voir quelles sont les nouveautés là. Exactement, des nouveautés parmi lesquelles on a eu en tout cas l'intronisation de Chiroma, si on peut le dire, de chef des griots, oui, et de Selkin Makera. Alors c'est quoi la mission de Chiroma? Donc Chiroma, nous, c'est comme une appellation donc, d'un peu dans toutes les régions. Nous, le titre c'est Majidadin Serki. Majidadi, donc si on dit Majidadi ailleurs, ils ne connaissent pas. Donc c'est le même titre ailleurs qu'on appelle Chiroma. Chiroma, c'est le conseil spécial du chef, le porte-parole du chef. Quelqu'un qui peut avoir accès au chef n'importe quand il a une nouvelle. Décider à la place du chef? Non, c'est avec le consentement du chef. D'accord. Même s'il va décider, c'est après avoir consulté le chef qu'il va dire donc l'information. D'accord. Et nous avons nos raisons. Parce que nous n'avons pas connu un administrateur comme lui, qui s'est intégré et que la population accepte, comme le colonel-major Suleiman Amadou Moussa. Est-ce qu'à dire que cette intronisation, cette nomination va encore motiver le gouverneur à mieux faire? Bien sûr, ça va le motiver à mieux faire, parce que dans tous les cas, c'est naturel. Il est venu avec l'intention de bien travailler, donc c'est pourquoi nous avons décerné le titre de Chiroma. On a intronisé le chef de Makera, des forgerons, parce que le poste est vacant. Le détenteur de ce titre-là est décédé. Le chef de Makadanganguma, lui aussi, le décédé. Et le chef de Serkinsaï, lui aussi, le décédé. Donc on a fait ces 3 nominations avant de faire le Chiroma. C'est pour remercier les jeunes, les femmes, tout le monde, ceux qui sont venus. Et la discipline qu'ils ont. Tu as vu, il n'y a pas eu de bousculade. Les gens sont ont respecté les consignes. Et nous avons fait. Le chef est monté à cheval. Il a fait le tour de la ville. Partout, il a été accueilli. Donc vraiment, Dieu merci. Ça s'est bien passé. Que Dieu nous amène à l'année prochaine pour encore faire mieux, Inch'Allah. Chers auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Eh oui, Nafisa, et c'est l'heure du sport. Salamatou Kadri est dans la place. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Habiba, bonsoir Naf. Bonsoir Sali. Alors Salamatou, la Ligue régionale de Niamey a pris fin avec les sacres de la AS Al-Heri face au Wadrak. Et oui Habiba, la finale du championnat régional de 2e division de Niamey a tenu toutes ses promesses ce week-end devant un public nombreux. Le Wadrak a affronté AS Al-Heri dans une rencontre pleine de suspense. L'ouverture du score est intervenue à la 43e minute. Abdul Malik a permis à l'AS Al-Heri de prendre l'avantage juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le Wadrak a rapidement réagi et égalisé à la 50e minute grâce à Arafat Abdul Salam. Alors que le match semblait se diriger vers une issue indécisive, Maman Bachir Cheibou a inscrit le but décisif à la 85e minute, offrant la victoire et le titre à AS Al-Heri. Ce trophée de champion de la 2e division de Niamey est une immense source de joie pour l'ensemble du club et ses supporters. Écoutons maintenant les impressions de l'entraîneur de l'AS Al-Heri, Mahamadou Oumarou, dit Michel, après leur victoire. Le début a été difficile parce que ça ne manque pas quand les gens sont réunis. Il y a plus de 45 joueurs avec chacun de ses comportements. On est obligé de mettre l'accélérateur pour pouvoir vraiment arriver à ce niveau. Et Dieu merci, on a commencé avec des matchs nuls. Et au finish, on a été qualifié pendant le Caridas en finale et puis on portait la coupe. Oui, ça sera la bonne parce que l'année passée même, on n'a pas pu accéder à la Ligue 1 parce que c'est un truc de goal à virage. Ils ont plus 5, on a plus 2. On avait les mêmes points, ils ont eu la chance parce qu'ils ont marqué plus de buts que nous. Et cette année, Inch'Allah, on fera le maximum pour accéder à la Ligue 1. Oui, c'est pas facile parce que c'est une centre. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Depuis qu'ils sont à la pépinière, ils arrivent à se retrouver facilement. Mais comme on le dit, l'expérience fait la différence. Et maintenant, je vous propose d'écouter la réaction d'Ali China Boubacar, entraîneur du Wadrak. Nous, ça fait partie des expériences et ça va nous permettre encore de nous préparer encore d'avance l'année prochaine. Parce que là, nous avons joué, nous n'avons pas démérité. Nous étions venus pour prendre la coupe. Les enfants, ils ont respecté les consignes, ils ont répondu, la chance était de l'autre côté.
Et l'année prochaine, Inch'Allah, on fera plus. Et le MENA du Niger qui s'incline face à la Mauritanie sur un penalty en fin de match. Salamtou. Et oui, Naf, le MENA du Niger s'est incliné 1-0 face à la Mauritanie ce lundi 8 juin 2026 au stade Père José de Casablanca lors d'un match amical. La rencontre, longtemps verrouillée et pauvre en occasion, a vu les deux équipes se neutraliser durant la majeure partie du temps. Solide défensivement, le MENA a contenu les offensives mauritaniennes mais n'a jamais réussi à se montrer réellement dangereux devant. La décision est tombée dans les ultimes minutes sur une ouverture de Béat Léokweri. Mamadou Diallo s'est infiltré dans la surface avant d'être fouché par la défense nigérienne. L'arbitre a immédiatement désigné le point de pénalty, transformé avec sang-froid par les Mourabitoun, scellant ainsi la victoire mauritanienne. Et ici prend fin la page sport de ce soir. Merci Salamtou pour toutes ces informations. Place donc à présent à la rubrique Loti du jour, l'utilisation à bon escient des biens publics. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. On les écoute. Matsukiji. Hey! Matsukiji. Ni ho ina ji na gama. Yanzu kam sai gida, ni ina ma yar sakot ita. Wai Allah, na iso gida. ‘Yar uwa, ya ne kina lafiya? Ke kaɗai ce anan, ke tsaya. Anya ba na mance in kashe su. Kai ni ho kamar ban kashe komi ba a wajen aikin nan. Wallahi na manta sam. Ki amma ba yi komi. Yalla mai gadi in ya gani ya kashe abin shi. Barin ta zuwa wanka na. Ke, ina zaki? Dawo nan. Wanka mana zan je in yi. So nake in ɗan shiƙa shikina in ji daɗi. Ya aka yi ne? Wallahi kina bani mamaki. Na mi kuma? Da na yi mi? Ki ɗauko sakot ki zo gidanki. Ba ruwanki a can wurin aiki ke bau komi a kunne baki kashe komi ba. Ina ne hankalin ke ta yi? Aski ke wannan abun da kika yi yayi kyau ne? Ke abin da ko in na manta akwai masu gadi sun kashe daga baya. Kin gan halin ki ko? Dan me yasa zaki jira sai an yi shi wajen ki? Aikin da ya kamata ke ki. Shi mai gadin shi ne ya amfani da su kayayyakin. Ke tsaya. Ni fa ba laifi na bane ba in wani ya bata miki da rai. Kin san da cewa in wayannan kayayyaki da kuke amfani da su wurin aikin ku suka ɓace, ke zaki shiga cikin wani hali saboda kina amfani da su. Kuma suna tallafa miki wajen ayyukanki. Wanda ya baki aikin ba ga ƙasa ta ya cinto su ba. Kuɗi ya sa ya saye su saboda ku ji daɗin aiki. Ko ko gaya mini in takardar biya huta ta zo kina ba da dalar ki ne a biya? Ina iya cewa a'a kenan wannan ba na farko bane da kike nan ga yin wannan abu. Kuma kina gayi wata rana gida hankalinki bai mata shi ba ana mance ban kashe hakan gaba. Wallahi ki sake wannan ɗabi'a take zai fi aifa miki ɗa mai ido. To na ji amma ai mantuwa ce ba da gangam na yi ba ko? In an kai so ɗaya ko so biyu ana iya ganewa amma kullum sai kin mance kawai ki ce dai ƙiuya gare ki. Wa'annan kayayyakin da kike gani suna amfani wa kowa da kowa wurin aikinki. Saboda haka ya kamata ki sa niyya ki kokari. Kenan ya kamata ki kula da wani dan gyaran su in sun samu wata 'yan matsala da rinka lura da in suna buƙatar wani abu. Ai akwai masu gyara waɗanda su aikin su ne kawai su gyara su. Ana miki magana kina ki ko? Wadan me yasa kike da taurin kunne haka? Allah. To na ji ina sauraron ki. Kayayyakin da kowa ke amfani da su cikin rayuwarmu ne suke na yau da kullum. Musamman ma wajen aiki, saman hanyoyi wajen shakatawa, duk abin da kowa ke amfani da shi da sauransu. Ke cikin halinki abubuwa ne da ba ma na kowa da kowa ba ne, na mutum ɗaiɗai ne. Kayayyakin wata ma'aikata ce mai zaman kanta, kenan ya kamata ki yi hankali da su. Kina iya samun kashedi wajen aikinku saboda sakaci dangane da waɗannan kayayyakin na wurin aikinku. A tsaya. Kashe dinami, me yayi zahi? Don saboda kawai na manta in kashe kwamfuta ta,
ko kuma wani ɗan AC. Habu yayi yawa mana. Naji yayi yawa. Ki zage da yin hakan ga. Za ki zo nan ki iske ni ki same ni ki ce na faɗi gaskiya. A hidda ma wani zancen wasa. Kar da ki sake yin irin wannan abu. Ki kokari dan Allah dan Annabi kahin ki zo daga yanzu ki dinka kashe komai da komai da kisan da yana iya wani bata wuta. To naji insha Allahu zan kula saboda waɗannan kayayyakin. Daɗi na ne ma a ce suna yi kuma dan saboda kamfaninmu ya ci gaba. Na gode kin shi 'yar uwa sanu da kulawa. Et c'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 9 juin 2026. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Nafisa Adam Sirfo. À la technique, c'était Issa Lowoli et Moussa Hassan à l'édition. Bye bye, ciao.